curcuma. Bonjour et bienvenue dans Bouge ton curcuma, un podcast qui vous donnera, je l'espère, l'envie de bouger, changer et reprendre votre santé en main. Je suis Cindy et chaque semaine, je vais aller à la rencontre de professionnels de la santé complémentaire, de personnes ayant entrepris des changements dans leur mode de vie ou de tous ceux qui œuvrent pour un mode de vie plus sain. Nous parlerons de résilience, de santé, de bien-être et de tout ce qui peut nous donner l'envie de bouger. Il n'y a pas de vérité absolue ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver et façonner son propre parcours pour répondre à ses besoins. Bouge ton curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Vitaliseur de Marian, un outil qui a complètement changé ma façon de cuisiner. Si vous voulez bénéficier davantage, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Je suis en compagnie de Stéphanie Lafranc, auteure du livre Les Gardiennes de la Lune, qui nous raconte comment elle s'est reconnectée à son origine naturelle. Un sujet qui me passionne beaucoup ces derniers temps. On a passé de nombreuses années à tapisser nos émotions, nos ressentis, notre lien avec la nature, et aussi avec cet astre majestueux qu'est la Lune. La Lune influe sur notre comportement, particulièrement chez les femmes. C'est une évidence, nos cycles sont souvent calés sur les cycles lunaires, et de nombreuses femmes aussi accouchent pendant les pleines lunes. Je pense qu'il est temps de renouer le contact. Et dans son ouvrage, Stéphanie nous livre de nombreuses clés pour renouer avec son instinct de femme sauvage. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Tu n'es pas juste auteure de ce livre, mais qu'est-ce que tu fais ? Je fais beaucoup de choses. Alors, j'ai d'abord la première chose que j'ai engagée, parce que ça a été un petit parcours de changement, c'est de monter une auto-entreprise de tisane, donc de travailler avec les plantes. Et puis, donc ça, c'est toujours d'actualité. Je continue à travailler avec les plantes. Ça a été mon premier chemin pour retrouver la voie de la nature. Et puis, à côté de ça, je suis maître Reiki. Donc ça fait quelques années que je me forme au Reiki progressivement. Et je suis une jeune maître Reiki, mais je continue à travailler. Et puis là est arrivé le livre, qui est un projet qui est né l'année dernière. Et dans lequel je me suis lancée là depuis la fin. Donc le livre sort là le 21 mars et donc c'est 1 an de travail à partir du moment où le livre va sortir. Oui. Voilà. C'est quoi maître Reiki ? Alors maître Reiki, le Reiki c'est une technique japonaise de travail sur les énergies. En fait, on pose les mains sur des points d'énergie sur le corps. Alors il y a différents. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est aussi une pratique qui est ritualisée. Donc il y a pas mal de symboles, de choses que l'on fait quand on travaille en fait avec l'énergie Reiki. L'énergie Reiki, c'est une énergie en fait que tout le monde peut capter. C'est pas un don, c'est vraiment un travail. Alors il y a une initiation à avoir, et puis après il y a un travail de fond à faire pour de plus en plus être, on va dire, de plus en plus être un bon canal pour recevoir l'énergie qui est partout. Et en fait, ça permet à la fois de faire des autotraitements sur soi. Donc ça, c'est intéressant parce que ça le rend très vite autonome dès la première initiation. Ouais. Et ensuite, de pouvoir le faire. Alors, très vite, on peut le faire autour de soi, sur sa famille, ses enfants, ses copains, enfin voilà. Et puis, si on a envie, on pousse jusqu'à professionnaliser et voir des gens et avoir des séances, en fait, voilà, de Reiki. Recevoir des gens, oui. Recevoir des gens, oui, tout à fait. Et ton parcours professionnel, en fait, il a débuté comment ? T'étais pas directement avec les tisanes ? Ah non, pas du tout. Ouais. Non, moi j'ai fait des études de lettres. J'ai travaillé dans le théâtre, j'ai été libraire, je travaille encore en partie dans l'édition. Voilà, donc j'ai toujours encore un pied dans mon ancienne vie. L'autre pied bien dans la nouvelle. Mais oui, non, j'ai un parcours après qui est à la base assez différent, un parcours assez classique d'études de lettres, voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic alors pour écrire ce livre ? Ah, pour ce livre en fait, l'intention, elle n'est pas venue de moi. C'est l'éditrice de chez Solar, Souyapa, qui m'a contactée parce qu'elle me suivait sur Instagram. Et je faisais des posts en fait sur Instagram, j'en fais toujours d'ailleurs, à la nouvelle lune et à la pleine lune. Et suite à ces posts, en fait, un jour, elle m'a contactée en me demandant si j'avais envie de... Alors au départ, on est parti, c'est drôle, parce que quand je me souviens de son coup de fil il y a plus d'1 an, c'était est-ce que tu aurais un projet ? Est-ce que, je sais pas, elle pensait éventuellement à un calendrier lunaire, enfin quelque chose... Moi, j'avais rien vraiment en tête, mais... Au fil de nos conversations, en fait, il s'est avéré qu'il y avait assez de matière pour pouvoir faire un livre et qui s'est enrichi en fait au fil de nos rencontres. Et en fait, à partir du mois d'avril dernier, je me suis lancée vraiment dans
dans l'écriture du livre. Mais jusque-là, c'était quelque chose qui, pour moi... alors, j'avais peut-être inconsciemment envie de ça. Je l'ai sans doute appelé, mais voilà, ça m'est un peu tombé dessus. Mais comme le Reiki m'est tombé dessus, voilà, j'ai ouvert des portes et petit à petit, en fait, c'est d'autres portes derrière qui se sont ouvertes pour moi. Il y a eu un déclic aussi dans ta vie pour t'orienter Pour m'orienter vers tout ça, alors vraiment mon gros déclic, ça a été la naissance de ma première fille, il y a 12 ans. J'avais travaillé déjà depuis 10 ans avant sur ma lignée, donc j'avais fait une psychanalyse qui pour moi avait été vraiment importante parce que j'aime bien cette image, j'utilise l'image de la maison en fait. Pour moi, ça a été les fondations. Alors j'ai réussi à construire des murs, un toit, donc j'étais à l'abri, mais c'est pas suffisant pour bien vivre. Donc après, la psychanalyse, on va dire que je suis passée à une deuxième vie qui n'était plus seulement un travail sur la psyché, sur l'inconscient, mais un travail dans le corps. Et ça, c'est vraiment l'accouchement. C'est vraiment la grossesse surtout qui m'a amenée vers ça. J'ai traversé ma grossesse et mon accouchement sans être accompagnée en fait. Enfin, j'étais très entourée de mon mari, de sa famille, mais il me manquait en fait un élément féminin qui pouvait m'apporter certaines réponses, qui pouvait même parfois, sans demander des réponses, être juste présente. Et aujourd'hui, je pense que je prendrais une doula, par exemple, parce que je ne connaissais pas à l'époque, mais j'en connais des très bien maintenant. Et vraiment, je ferais ce choix-là, d'avoir quelqu'un pour m'accompagner. Et du coup, voilà, je me suis sentie assez seule à ce moment-là. J'ai senti que j'avais guéri des choses avec ma lignée, mais qu'il restait encore d'autres choses à guérir qui étaient cette fois plus dans le corps, plus engrammées dans moi, dans mes cellules. Et du coup, j'ai cherché, alors j'ai mis du temps, ça n'a pas été immédiat, mais je savais que j'allais prendre une autre voie, qui était plus une voie, du coup, qui est devenue, j'aime bien ce mot, la médecine de la terre, en fait. Voilà. Je suis venue retrouver un cycle, retrouver une façon de se soigner plus naturelle, ou de vivre aussi à un tempo différent. Et ça m'a pris quelques années, même encore après l'accouchement. C'est pas venu immédiatement, mais l'accouchement, ça a vraiment été le déclencheur. Et j'ai eu plein de sensations qui me sont revenues, qui étaient des sensations de l'enfance, en fait, que j'avais perdues. C'est comme si je les avais un peu mis... occultées, occultées, mis sous un couvercle, en fait. Et puis, c'est vraiment des choses très, très basiques. C'est vraiment ressentir différemment, toucher différemment. Mais c'était décuplé. Et c'était très fort. Et du coup, l'énergie même des gens, j'avais presque l'impression de pouvoir la sentir. Et du coup, ça a ouvert cette porte-là en moi. Et après, on va dire que j'ai tiré le fil et que le reste est venu. Ça s'est bien déroulé. Voilà. Comment la Lune... Enfin, quel est son rôle aujourd'hui dans nos sociétés passées et actuelles ? Est-ce que tu sens... Il y a un gros changement, parce qu'avant, elle était vénérée, aujourd'hui, bon... C'est ça, la Lune, c'est vraiment quelque chose qui nous ramène à des sagesses ancestrales. Le culte de la Lune a plus de 30 000 ans, donc c'est vraiment quelque chose que les premiers hommes, en fait, ont vénéré. C'est vraiment un astre qui a toujours été... symboliquement proche de l'homme parce qu'on a compris très vite, notamment les femmes, elles ont compris très rapidement qu'il y avait un lien entre ce cycle de la vie et le cycle de la Lune. En tout cas, la Lune symbolise le cycle de la vie de façon très évidente, c'est-à-dire qu'on commence avec la Lune noire qui donc est une lune, qui est la nouvelle Lune en fait, qu'on ne voit pas dans le ciel, et puis petit à petit, la lumière augmente. On passe au premier croissant jusqu'à arriver à la pleine lune qui est le maximum de la luminosité. Et on redescend, donc c'est une énergie ascendante et descendante, et on redescend vers le dernier quartier pour revenir à la nouvelle lune. Et donc il y a 4 phases, il y a 2 mouvements, et ça on le retrouve dans toutes les formes de vie en fait. Et dans le corps féminin, puisque c'est aussi les 4 phases du cycle menstruel de la femme, mais du cycle en général de la vie. Parce que, alors moi, c'est vrai que j'ai pas mal travaillé avec le cycle féminin, mais au-delà du cycle féminin, même la femme qui n'a plus ses règles, qui est ménopausée, ou la femme qui, à un moment de sa vie, n'a pas ses règles, elle peut quand même se relier à ce cycle-là. C'est vraiment un cycle de vie, en fait. Voilà. Qui correspond aussi aux 4 saisons, beaucoup de choses. Voilà, et qui correspond aux 4 saisons. Si on travaille un petit peu aussi avec le chamanisme, aux 4 directions.
C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. C'est constitutif de beaucoup de choses en fait. Oui. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, elle est juste là pour peut-être éclairer notre route, mais on n'y prête pas particulièrement attention, quoi. En généralité, je parle. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a oublié un petit peu que c'était un guide, la Lune. On le voit comme effectivement quelque chose. Alors encore une fois, je pense qu'est passé par là aussi un des défauts de l'être humain, c'est-à-dire de vouloir s'approprier les choses. Donc il y a eu cette course aussi à la Lune dans les années 50, voilà, où tout le monde voulait aller sur la Lune. Il y avait quelque chose qui se jouait par rapport à ça, mais toujours du point de vue de l'homme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien plus large que ça. C'est qu'aujourd'hui, on peut se reconnecter à la Lune en faisant une alliée extérieure, mais une alliée qui va nous permettre de retrouver en fait en nous notre vrai rythme, notre vrai tempo et notre essence. Alors comment justement on peut s'aider des différents cycles pour optimiser nos vies ? Parce que je crois que quand il y a une nouvelle lune, c'est une signification particulière. Alors à chaque lunaison qui commence à la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui s'engage. Donc effectivement, qui va durer, alors le cycle lunaire, c'est à peu près 29 jours, donc le temps d'un mois en gros. Et à partir de là, donc on a aussi nos cycles personnels. Alors quand on est une femme, ça varie aussi en fonction du premier jour de nos règles. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui, de plus en plus en se connectant, se rendent compte qu'elles ont leurs règles à la nouvelle lune ou à la pleine lune. C'est quelque chose qui se fait assez automatiquement. Et du coup, on a aussi la possibilité, quand on est réglé comme ça, de pouvoir faire fusionner son cycle menstruel et le cycle lunaire. Sinon, à côté de ça, en suivant donc la lunaison, on peut se rendre compte des énergies du mois. On peut, du coup, au moment de la nouvelle lune, c'est un moment souvent où... alors moi, je ritualise pas mal. D'ailleurs, dans le livre, il y a plusieurs rites qui sont proposés, plusieurs rituels. Et donc, à la nouvelle lune, l'idée, c'est une sorte de remise à zéro. On peut se départir de choses dont on ne veut plus. C'est le moment peut-être parfois de couper les ponts, d'arrêter une relation, de changer certaines choses dans sa vie et de les laisser derrière soi, sans regret, parce que c'est le bon moment. Et c'est aussi, donc comme on remet tout à zéro, c'est aussi le moment où on peut se dire que c'est le moment aussi d'entamer les projets. Donc c'est pas encore le moment de les faire, mais c'est au moins le moment de les penser, peut-être de les écrire, peut-être de leur donner, pour l'instant en tout cas, corps dans la psyché. Et puis, on évolue. Donc après, on arrive au premier quartier où là, on est beaucoup plus dans la puissance, on est plus dans le corps, on est plus dans le faire. L'énergie, elle continue, elle va jusqu'à la pleine lune, où là, on est toujours dans une énergie à nouveau de partage, de communication, mais on s'ouvre plus vers l'extérieur. En fait, entre la nouvelle lune et le premier quartier, c'est une énergie qui est en nous, et à partir du premier quartier jusqu'à la pleine lune, c'est une énergie qu'on va ouvrir aux autres. Et donc là, c'est le bon moment, par exemple, je donne des exemples assez concrets, ça peut être le bon moment pour mettre des collaborations en place, pour travailler avec quelqu'un, pour, quand on peut le faire dans son emploi du temps, justement, choisir d'animer des réunions à ce moment-là. Enfin, voilà, là, on est dans le partage, on est dans la communication avec l'autre. Et donc, la pleine lune, là, c'est le moment vraiment d'expansion de toutes les énergies, c'est le moment où on est dans la gratitude, où on a aussi la possibilité de recharger ses propres énergies. Alors quand on utilise un petit peu les rituels, c'est aussi le bon moment pour recharger ses pierres, par exemple quand on travaille en lithothérapie ou ses objets de divination. Enfin tout ça, on peut tout à fait, au moment de la pleine lune, donc sortir tout ça pour que les énergies se chargent. Oui. Voilà. Et puis ensuite, on est dans la deuxième phase, qui est une phase plus descendante. Donc là, on revient en soi, en fait. C'est une phase d'intériorité. Alors, on est plus dans la méditation, on est plus dans l'intuition aussi, l'instinct. On va aller plus vers des choses qui nous parlent à l'intérieur. Quand on s'habitue, on finit par écouter ça vraiment en nous. Ça frémit, on le sent.
Et puis, on va commencer après à faire des choses aussi concrètement chez soi, à trier, à ranger. Parfois, on a une envie comme ça de faire un ménage incroyable dans sa maison, de trier ses papiers, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, c'est souvent corrélé avec ce moment où on sent qu'il faut faire de la place pour laisser venir le nouveau, et donc pour laisser arriver cette phase de nouvelle lune, où le cycle reprend. Puisque, voilà, oui, c'est ça. Après, voilà. On a à chaque fois une nouvelle chance de recommencer. On a à chaque fois une nouvelle chance. Voilà, on peut louper une super encourageant chance parce qu'après, on en a toujours une autre derrière. Donc, dans tout ce processus, en fait, il y a une réelle reconnexion avec la nature qui me semble indispensable aujourd'hui. On essaie peut-être simplement de retrouver des mécanismes enfouis en nous. On voit, par exemple, des personnes qui travaillent en biodynamie travaillent déjà depuis très longtemps avec le cosmos et font, complètement. font tout en fonction des cycles. Ouais. Là, moi, j'aime beaucoup, justement. Après, je ne connais pas très bien Steiner, par exemple, mais je sais que ce sont ces méthodes qui ont amené les agriculteurs aujourd'hui à travailler la biodynamie en utilisant justement les phases de la Lune. La Lune, de toute façon, elle a un effet sur tout ce qui naît et croît. On le dit souvent, justement, que les plantes, à certaines phases, poussent mieux. Alors, moi, c'est des domaines dans lesquels je suis un peu moins... au fait, vraiment, enfin je sais qu'en général, il y a des choses qu'il faut mieux faire en lune ascendante qu'en lune descendante. Mais après, ça va. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup aussi de livres autour de l'esthétique, faut se couper les cheveux à telle date, faut se faire des masques de beauté à tel moment du cycle lunaire. Parce que c'est vrai que de toute façon, nous, on marche aussi avec ce cycle-là. Et nos énergies, elles répondent. Parce qu'on est aussi fait de 70% de fluide et qu'il y a des marées corporelles. Et donc, on sent qu'à l'arrivée, en gros, 3 jours déjà avant la pleine lune, on est un petit peu plus bousculé à l'intérieur, nos fluides circulent plus vite et il y a des choses qui se passent physiquement en nous. Ouais. Ce qui arrive pendant les grossesses aussi. Les hôpitaux se remplissent de femmes qui accouchent pendant les pleines lunes. C'est assez fou. Ouais. C'est assez incroyable, mais pourtant c'est une réalité. Et moi en plus, je me rends compte en te disant ça que c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'il y avait un lien avec la Lune, en fait, qu'elle agissait vraiment sur les marées, sur les grossesses. Et je ne le savais pas avant. Elle agit. Alors il y a 3 marées, hein, c'est ça qui est assez fou. C'est que donc il y a quand même les marées océaniques qu'on connaît, mais qui sont quand même c'est 70% de la superficie de la Terre, donc c'est quand même énorme. Il y a les marées terrestres, parce que la Terre aussi bouge avec l'influence lunaire, et puis on a nos marées corporelles. Donc ça joue vraiment sur tous les organismes vivants, en fait, la Lune. Oui, bien sûr. On ne peut pas juste croire qu'elle est là pour nous éclairer. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, après, il y a tout un travail scientifique qui a été établi sur justement même la corrélation entre la météo et la Lune. Il y a certaines études qui ont été menées là-dessus. Là, récemment encore, il y a des chercheurs suisses qui ont révélé qu'il y avait vraiment un lien. Ça, c'est la première fois qu'il y a vraiment eu une étude scientifique qui montre le lien entre le sommeil et la pleine Lune. Et donc, on voit que tout est corrélé, Est-ce que, pour toi, il semble possible d'établir un lien entre la santé et cette ouverture à la nature, justement ? Ah, mais je pense que la santé va avec cette ouverture à la nature, Je pense que plus on suit le rythme des saisons, alors après, ça peut être, je pense très simplement en changeant aussi son alimentation, par exemple. C'est pas ma spécialité, mais c'est du bon sens. C'est juste manger les fruits, les légumes de saison. Essayer justement en étant vigilant à la provenance, en fait. Pas forcément manger des choses qui viennent de l'autre bout de la Terre, mais manger aussi des choses qui sont plus locales. À mon avis, déjà en étant plus ancré dans le présent et dans ce qu'il y a autour de nous, on peut déjà changer des choses, améliorer sa santé. Et puis la Lune, après, elle peut nous aider justement par cet apprentissage de nos propres rythmes à aller mieux, parce qu'on n'est plus dans la lutte, en fait, quand on commence à s'écouter. On subit moins, déjà. On a moins de culpabilité, parce qu'on comprend qu'il y a des moments du mois où on ne peut pas être aussi performant qu'on le voudrait parfois. Et aussi, parfois, c'est des injonctions extérieures. Hein. C'est bien souvent, d'ailleurs, des injonctions extérieures. On dit la société, mais c'est le travail dans lequel on peut être. C'est plein de choses autour de nous qui font
qu'on nous demande d'avoir une sorte de linéarité dans notre comportement, alors que c'est antinaturel d'avoir cette linéarité-là. Si on écoute la nature, elle prend son temps, et nous, on devrait aussi réussir à mettre notre propre, enfin en tout cas à accepter notre propre rythme, à essayer de le respecter. De le respecter et de le faire vivre au quotidien dans nos vies. Moi, je pense que déjà, si on arrive à être dans ce flux-là, on peut s'éviter beaucoup de choses comme le stress. Oui, bien sûr. Parce qu'on tire tout le temps sur la corde, en fait. C'est ça. On est toujours en train d'essayer d'avoir une... Mais ça, c'est une société... Alors là, je vais revenir à une autre thématique, mais c'est la société très patriarcale dans laquelle on est, qui demande aussi beaucoup d'exigences, beaucoup de challenge tout le temps, de performance. Et quand on est... Quand on ne rentre pas forcément là-dedans, ça devient un peu compliqué. On est vite... on se sent nous-mêmes, d'ailleurs, vite mis de côté. Oui. Donc on essaye d'être toujours dans le flow, d'aller toujours dans le même rythme que celui qui est imposé, mais c'est pas forcément le nôtre. Et à partir du moment où on s'écarte de ça, je pense que cet espace-là qu'on laisse entre nous-mêmes et puis cette vie qu'on essaye d'avoir qui est pas la nôtre, c'est là où la maladie elle peut aussi s'implanter en fait, et venir comme un signal en fait, nous dire que là voilà. Bah, du coup, c'était mes prochaines questions, en fait. Du coup, la santé, pour toi, c'est quoi ? Comment tu la définirais ? C'est pas facile comme question. Non, c'est très vaste. Voilà. Bah, la santé, c'est un tout. C'est à la fois un travail... Je pense que c'est un travail, parce que c'est pas quelque chose qui est inné. Dans le sens où, par exemple, moi, je te racontais ma vie là, mais j'ai fait une petite consultation en médecine ayurvédique qui m'a aidée justement à voir un petit peu ce qu'il fallait que je modifie, et notamment dans mon alimentation, mais pas que. Et c'est du boulot en fait. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, pour équilibrer ma santé, il faut que je travaille. Et c'est pas quelque chose de simple. C'est vraiment des choses à mettre en place au quotidien, des choses à éviter, pourtant que j'adore, mais ça vaut quand même le coup. Et je trouve que, en fait, la santé, donc, premièrement, c'est un travail, mais c'est quelque chose d'holistique. C'est-à-dire que ça va aussi bien être... aussi bien passer par la nourriture, mais aussi passer par l'esprit, passer aussi par la spiritualité. Pour moi, c'est important. Une spiritualité laïque, par exemple, hein, mais être connecté aussi à quelque chose qui est subtil, en fait, qui peut, sans mettre forcément de mots dessus, mais ressentir en fait, voilà, qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, qui est là, dont on fait partie. Tout ça, mis ensemble en fait, l'idée maintenant c'est de l'harmoniser, de l'équilibrer, mais tout ça mis ensemble, pour moi c'est ça la santé. C'est réussir à donner une voix à chacune de ces facettes en fait, en nous. Pas seulement le corps, pas seulement l'esprit, mais vraiment, voilà, l'équilibre entre les deux, le lien entre les deux. Oui, sachant que, comme tu le dis, d'une personne à l'autre, c'est totalement différent. Enfin, rien n'est... S'il y avait un schéma à suivre que tout le monde pouvait suivre, ce serait beaucoup plus simple, mais c'est pas le cas. C'est sûr. Et du coup, la maladie, tu en as un peu parlé, mais ça intervient à quel moment, selon toi ? La maladie, je pense qu'elle intervient quand c'est le moment aussi de parler. Bon, ça, on connaît le maladie, la maladie. Hein, c'est qu'il y a toujours quelque chose, à mon avis, derrière, à venir un petit peu nettoyer. Alors moi, j'ai pas été confrontée directement, personnellement, à la maladie, mais je l'ai connue assez jeune, parce que ma mère est tombée malade, j'étais quand même assez jeune. Elle a eu un cancer, un lymphome qui était assez grave. Je pense vraiment que c'est arrivé après, c'est difficile hein, de dire des choses comme ça, mais vraiment, je pense que c'est arrivé parce qu'elle était à côté de sa vie. Et que c'était le moment, en fait, pour elle, peut-être de comprendre des choses. Alors, ça a été une épreuve, hein, ça a été compliqué pour tout le monde, mais moi, après, pour avoir réfléchi, du coup, à ce que ça voulait dire la maladie en chacun, j'ai souvent vu autour de moi, quand les gens s'éloignaient de leur essence profonde, en fait, quand les gens s'éloignaient à un moment, inconsciemment, bien sûr, hein, en essayant peut-être parfois de la retrouver, mais ne trouvant plus le chemin de cette essence, j'ai constaté que la maladie émergeait. Alors ça peut être plus ou moins grave, hein. C'est pas forcément, parfois c'est pas forcément quelque chose de tout de suite grave, oui. mais ce sont des signaux d'appel en fait. Voilà. Et il faut peut-être
arriver à saisir ce signal. Moi, elle me plaît beaucoup, ta définition. Ça me parle énormément. Est-ce que tu penses qu'il soit possible d'agir en amont ? J'espère. Oui. Ouais. J'espère en effet que si on arrive petit à petit à mettre une sorte de ligne dans sa vie. Alors, j'aime pas trop le mot ligne de conduite, c'est un peu rigide, un peu strict. Hein. Mais en tout cas, j'espère, quand on arrive à allier tout ça, effectivement, qu'on puisse éviter. Je pense qu'en étant à l'écoute de soi, on arrive petit à petit à l'éviter. Ou en tout cas, peut-être, si la maladie doit arriver, elle arrive, hein, mais peut-être la vivre différemment tout de suite. Peut-être pas la subir, mais essayer de comprendre rapidement pourquoi elle est là et travailler aussi sur cette partie-là qui est importante. Pas que sur les symptômes et sur la phase à guérir, mais aussi sur ce qu'il y a autour et voilà. Ouais. Et est-ce que ton rapport à la santé a changé depuis que tu as écrit ce livre, ou en tout cas depuis que tu as initié tous ces changements ? Mon rapport à la santé, il avait changé avant. Ça fait quelques années, moi je trouve que tout est imbriqué dans ma vie, c'est-à-dire qu'à la fois ce travail sur soi, pour moi, il a de sens que si il est en écho avec mon travail, je vais parler d'écologie intérieure et extérieure, avec l'extérieur aussi. C'est-à-dire que la façon dont j'ai décidé de vivre, dont je me nourris, dont je nourris mes enfants, les choix qu'on peut faire dans notre vie, ça marche ensemble en fait. Ça marche avec ce travail sur soi, mais qui resterait à mon avis pas stérile, parce que ça sert toujours, mais qui serait pas suffisant si à un moment ou à un autre, ce travail sur l'écologie intérieure n'avait pas une action sur le reste et sur l'écologie extérieure. Et je trouve que tout est lié et qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne prendre soin que de soi. On est obligé aussi de prendre soin de ce qui nous entoure, de la terre, de la planète, des végétaux, des animaux, des minéraux, enfin de tous les règnes, on en fait partie. Si on n'a pas compris ça, ça va être difficile d'aller plus loin, en fait, et de continuer. Tu parlais d'holisme tout à l'heure, donc oui, quand tu mets le doigt dedans, après, t'es prise jusqu'au bout. C'est ça. Et aujourd'hui, on a quand même la chance d'être dans une ère où on peut parler librement de plein de sujets, donc ça, c'est quand même chouette. Ouais. Et la parole circule, ouais. Et je voulais faire une petite mise en relation, parce que tu en parles aussi beaucoup dans ton livre, entre l'astrologie et cette reconnexion à la nature, parce que ça a aussi un sens. On ne peut pas juste se reconnecter à la nature ou à la lune, mais c'est un peu plus global que ça aussi, c'est le cosmos dans son entier. Oui, tout marche ensemble, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est aussi des êtres cosmiques. On a des liens avec les étoiles, avec justement la Lune, avec les planètes qui nous entourent. Tout ça, c'est un grand système qui fonctionne ensemble. Alors l'astrologie, c'est ludique en plus. Moi, je trouve ça très, très chouette comme approche. Surtout quand on commence à s'y intéresser un petit peu et qu'on fait sa carte de naissance, on se rend compte effectivement qu'on a des clés en fait grâce à ça. Ça peut aussi nous aider sur notre chemin de vie à comprendre des choses, d'aller voir un petit peu en quoi, au moment de notre naissance, où était la lune, où était le soleil, voilà. Et puis chaque mois surtout, on se rend compte justement que la lune, elle aussi, elle passe dans tout ce zodiaque et que cette influence des étoiles sur la lune, elle donne une tonalité différente à chaque mois et à chaque énergie, ce sont des énergies différentes. Et on peut même constater que parfois, quand la lune est dans son signe, on la vit différemment, on rêve différemment. Tout ça, ça marche vraiment ensemble. C'est tout un système d'énergie qui sont un va-et-vient entre nous et le cosmos. Rien que la poésie de ça, je trouve que c'est magnifique. Ouais. Puis il suffit parfois juste simplement de prêter attention. Ouais. Parce qu'avant, moi, je n'avais pas conscience de cycle lunaire. Donc je savais qu'il y avait vaguement la pleine lune, mais que ça reprenait en cycle à chaque fois. Mais le fait de s'y intéresser, tout simplement, rien qu'en débutant, on constate beaucoup de choses. Ça peut aller très vite. Je pense que ce que j'ai voulu aussi montrer dans le livre, c'est que moi, je donne mois par mois les grandes énergies. Après, elles vont être aussi influencées, ces énergies, donc, par les signes astrologiques. Donc, il y a des choses à recouper. L'idée du livre, c'est d'être une vraie... je vois ça un petit peu comme une grande boîte créative où chacune va pouvoir piocher et écrire sa propre histoire avec la Lune. Donc, il n'y a pas de méthode. Hein, c'est pas... c'est très créatif, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est de faire un livre qui permette à chacune de trouver sa créativité
et d'utiliser les énergies lunaires en plus pour tresser comme ça un tissage entre elles et le cosmos et l'univers, et ça donne un tableau magnifique. Donc la Lune est très en relation avec les femmes. Elle est en relation avec les femmes, ouais, d'abord parce que ça fait partie de ce duo avec le soleil plutôt masculin. Ça, c'est dans la plupart des mythologies. Alors, il y a beaucoup de mythologies originelles où la Lune était un personnage masculin au départ, mais petit à petit, en fait, au moment en fait, où la société, qui était plutôt gilanique, c'est-à-dire c'était une société qui était à la fois matriarcale et patriarcale, est devenue une société beaucoup plus patriarcale, avec l'arrivée de l'écriture, voilà. À ce moment-là, en fait, on a vraiment eu cette scission. La Lune est devenue un petit peu l'astre des femmes et le Soleil, l'astre des hommes. Mais en fait, la Lune, depuis toujours, elle a permis, en tout cas aux femmes, alors là, je te parle même déjà au fin fond des cavernes. On a, par exemple, des représentations comme la Vénus de l'Ocel ou d'autres types comme ça de gravures. On voit une femme, et notamment dans la Vénus de l'Ocel, elle tient une corne. Sur cette corne, il y a 13 encoches qui sont les 13 lunes de l'année, puisqu'on a des années à 13 lunes. Et en fait, on se rend compte grâce à ça que les femmes, elles calculaient leur cycle déjà par rapport au cycle lunaire. Ce qui est intéressant de voir aussi à l'époque, c'est que donc, on n'avait pas de lumière, on avait uniquement une lumière naturelle, ce qui fait que les femmes, en fait, elles ovulent plus au moment où il y a le plus de lumière. Ce qui fait que la majorité des femmes ovulaient au moment de la pleine lune, puisque c'était une période plus lumineuse, et du coup, elles avaient quasiment toutes leurs règles à la nouvelle lune. Donc, elles suivaient complètement le cycle lunaire, et c'était pour elles un repère. Ça a été aussi un premier repère pour calculer les grossesses. Très vite, la femme a su s'approprier en fait cette cyclicité, et ça a été un lien qui a été fait très rapidement, et on l'a oublié après. Oui. Et là, depuis quelques années, on revient à cette compréhension de soi, à cette compréhension du cycle féminin à travers la Lune et à travers les énergies des grandes phases. Voilà. C'est quoi être une femme pour toi aujourd'hui ? Être une femme, c'est... je pense que c'est se sentir complète avec la nature qui nous entoure, mais aussi avec la part masculine qu'on a en nous. Être une femme, c'est savoir équilibrer, je pense aussi ça, cette part masculine qu'on a, parce qu'on parle souvent du féminin sacré, mais il y a un masculin sacré. Et je pense aujourd'hui, on est dans ce moment un peu charnière où on est dans l'équilibre des choses. En tout cas, on tend à cet équilibre-là. On n'est plus dans la confrontation, on n'est plus, j'espère, dans la prise de pouvoir. On est maintenant dans l'équilibre. En tout cas, on tend vers cet équilibre. C'est pas encore ça. En tout cas, je parle là en Occident, pour nous, c'est peut-être plus simple, mais il y a encore plein d'endroits dans le monde où pour la femme, c'est encore compliqué. Et être une femme, je pense que c'est s'ouvrir à son propre rythme et s'ouvrir à celui de la nature, et j'ai envie de dire, et transmettre. J'aime bien cette idée de transmission. Et donc, en fait, tu es maman aussi, et de Oui. 2 petites filles en plus. Oui. Comment toi, tu mets en place cette transmission, justement ? Mais je me réjouis de mettre en place cette transmission, en fait. Ouais. Parce que moi, je ne l'ai pas eue déjà. Donc, j'avais cette petite revanche à prendre. Et puis, je trouve ça merveilleux de leur donner des outils et de les voir les utiliser ou pas. Parce qu'il y a ça aussi. C'est que je transmets des choses qui, pour moi, sont importantes. Parce que je pense que ça va leur permettre de gagner en liberté, en autonomie, en puissance. Mais je leur laisse totalement le choix de prendre ou pas ces outils. Elles ont leur libre arbitre. Le truc, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est qu'elles sachent que c'est là, qu'elles les ont à disposition et qu'elles peuvent s'en servir. Et c'est une joie de les voir grandir et évoluer et devenir de belles personnes. Oui. et se dire que toutes ces petites graines qu'on plante là, on les voit petit à petit prendre naissance, et c'est très beau. Comment elle regarde la Lune ? Elle la regarde alors avec beaucoup d'humour. Elle joue beaucoup avec ça aussi. Elle l'utilise elle-même. Parce que donc, du coup, je leur ai proposé de faire certains rituels parfois. Donc il y a ce côté aussi très amusant pour elle dans les rituels.
Quand on est enfant, on se pose pas tellement de questions par rapport à ça, hein. C'est très naturel en fait. Très décomplexé. Ouais. C'est très décomplexé. Les rituels, ça paraît pas bizarre du tout. Ça leur paraît pas étranger. Donc du coup, elles se les approprient facilement. Elles s'en amusent parfois. Et elles savent un petit peu, voilà, à quel moment, quand c'est la pleine lune, on peut elles ont des pierres, parce que je leur ai offert des pierres aussi. Donc elles mettent leurs pierres sous les lumières de la lune. Elles rechargent comme on recharge un iPhone, voilà. Exactement. C'est plus naturel. Mais je préfère qu'elles rechargent leurs pierres. Voilà. Et du coup, voilà. Mais après, il n'y a rien d'imposé et tout se fait de façon très, voilà. Je te pose cette question, parce que moi, ma fille, du coup, très intéressée par la lune. Ah oui. Et je trouve ça génial. Elle la regarde, elle lui demande des choses le soir. Et c'est génial. Mais oui, mais moi, il faut la laisser à fond jouer avec ça. Et puis, c'est vraiment un lien très, très fort entre ce satellite et nous, parce que c'est beau, la Lune. Enfin, à voir, pour un enfant, c'est magique. Il y a quelque chose de presque... incroyable, je trouve, dans l'image qu'on voit comme ça dans le ciel de cette lune. Cette projection, ça nous propulse, quoi. C'est ça, on se dit, en fait, on est vraiment petit, quoi. On est vraiment petit et en même temps, on fait partie de ça, quoi. C'est ça. Donc, ouais. Alors, j'ai lu que tu organisais des cercles de femmes aussi. Ouais. Est-ce que c'est une sorte de mise en place de rituels aussi, peut-être un peu ? Ouais, alors les cercles que j'organise, donc on est deux, je les organise avec Marie Cochard, qui est journaliste, éco-journaliste, et qui elle a monté un magazine qui s'appelle Druides. Et toutes les deux, on a cette très très forte connexion à la nature et au cycle naturel et aux saisons. Du coup, on a monté des cercles qui suivent le cycle des saisons. Et on se retrouve donc souvent, d'ailleurs on en a un cette semaine, là, proche de l'équinoxe, alors c'est des cercles, ça reste des cercles de parole, parce que nous, on a été, on va dire, formés un petit peu sous ce qui s'appelle les tentes rouges. C'est avant tout la médecine de la parole qui est mise en avant. Mais nous, en plus, ce qu'on avait envie d'ajouter, c'était de travailler justement avec ces énergies saisonnières. Et on pratique des rituels, effectivement, on fait des méditations au milieu de ces cercles qui sont liés aux énergies de la saison et au moment dans lequel on rentre à chaque fois. Donc avec les femmes avec qui on fait ce cercle, à chaque fois on se retrouve donc aux équinoxes, au solstice pour ce passage, pour passer ensemble en fait, voilà, ce portail énergétique. Et comment on peut te retrouver ou Alors, te pour l'instant, on a fait cercle. des cercles qu'on a voulu volontairement fermer. Donc, c'est-à-dire que quand on s'est inscrit au premier cercle, c'était un engagement pour faire les 4, puisque l'idée, c'était vraiment de se suivre comme ça. Donc, pour l'instant, je ne propose pas de nouveaux cercles, puisque le cercle est clos. Mais on va continuer à en pratiquer. Et du coup, j'ai un site qui s'appelle Slow Moon, sur lequel voilà, on peut retrouver les informations, ou sur mon Instagram aussi, où je communique là-dessus. Où tu t'appelles, du coup ? La tisanière tatouée. La sortie du livre, c'est pour bientôt. C'est le 21 mars, pour l'équinoxe. Voilà, soir symbolique. de pleine lune. Génial. Ce sera une pleine lune en balance, donc c'est très bien. Tu travailles avec une illustratrice, non, sur le livre ? Oui. Alors, sur le livre, j'ai travaillé avec Vico, alors qui à la base n'est pas illustratrice en fait. Elle est artiste plasticienne, qui a été très... Je la remercie d'ailleurs, ce qui a été très chouette, c'est qu'elle a accepté en fait de faire un travail d'illustration, alors qu'au départ, c'est pas ce qu'elle fait. Mais elle aussi, on va dire son champ d'action, c'est le féminin sacré, les symboles ésotériques. Et quand je lui ai parlé du projet, en fait, elle a tout de suite eu envie de rentrer dans l'aventure. Et on a cheminé pendant 1 an toutes les deux autour du sujet. Et je trouve qu'elle a fait un travail absolument merveilleux, quoi. Parce que je voulais quelque chose qui soit, pour le livre, justement très incarné, presque chamanique. Et elle apporte ça vraiment dans ses illustrations. Mm-hmm. Ouais. Ah, c'est très beau. Je sais pas ce que tu en penses. On sent vraiment la puissance la puissance de son trait, de son dessin, de ces femmes qu'elle dessine. Ouais, des symboles, tout. Des symboles, ouais. Très, très beau. Beaucoup d'énergie qui passe dans son travail. Eh ben, écoute, on a hâte alors d'être au 21 mars. Bah ouais. Merci Moi beaucoup. Aussi. Merci à toi, c'était un plaisir. À bientôt. Bouge ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.